Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Isabelle Job-Basile. Bonjour. Bonjour David. Ravi de vous avoir, chef économiste du Crédit Agricole. Bon, alors c'est pas très joyeux ce qu'on a commenté aujourd'hui. D'ailleurs, l'actu des marchés, on voit bien le CAC 40 qui redévisse encore aujourd'hui, un peu au-dessus des 5000 points. On a quand même l'OMC qui nous dit, et c'est pas rien, que la croissance mondiale, du commerce mondial, est au plus bas depuis 10 ans. L'OMC qui divise quand même par deux, c'est pas rien. Divisé par deux, c'est pas on enlève un pouillème, divisé par deux, ses prévisions de croissance, donc des échanges commerciaux. Pour cette année, est-ce que là on se dit, oups, attention danger, là ça y est, on est en zone rouge? Alors, déjà effectivement division par deux, c'était 2,6 lors des prévisions précédentes et aujourd'hui ça ne serait que 1,2 de progression du commerce, mais du commerce de marchandises. Ouais. C'est-à-dire si on intégrait les services dans ces prévisions, bon, le constat n'est pas très joyeux, mais en tout cas, on a une forme de résilience du côté des services. Donc voilà, c'est quand même un point. On est en récession manufacturière. Alors ça, c'est sûr. Non, mais ça corrobore, en fait, ce n'est pas une vraie surprise, ça corrobore ce que l'on sait déjà, à savoir qu'on est en récession industrielle au niveau mondial et que par ailleurs, voilà, ce qui tient un peu encore la croissance, c'est plutôt le secteur des services. Après, il faut comprendre pourquoi on ralentit comme ça. Ça ralentit pourquoi ? Parce que guerre commerciale entre, encore une fois, c'est l'explication la plus simple, la plus évidente, entre la Chine et les États-Unis, ou pas seulement? Ah ben non, ce qui fait surtout que le commerce mondial ralentit, c'est parce que l'économie mondiale ralentit. Et pourquoi l'économie mondiale ralentit? Ah oui, après on peut trouver les raisons. Alors pourquoi l'économie mondiale ralentit? Alors c'est vrai qu'on peut attribuer une part de ce ralentissement à l'incertitude, à cette guerre commerciale, mais il faut voir aussi qu'il y a une partie de ce ralentissement qui est naturelle. On avait un pic de croissance, probablement à la fin de l'année 2017, qui avait certaines économies qui étaient plutôt en haut de cycle. On le voyait sur les tensions au niveau des capacités ou au niveau des taux de chômage qui étaient très bas. Et généralement, quand vous êtes en haut de cycle, par la suite, l'économie elle a tendance à ralentir. Donc on avait déjà ce phénomène un peu naturel qui est amplifié par effectivement la guerre commerciale. Mais pas à la marge, c'est pas amplifié à la marge. C'est difficile de savoir. On a quand même, par exemple, typiquement les États-Unis. Aujourd'hui, on vous dit que les États-Unis sont en phase de décélération, mais on a connu 10 années de croissance ininterrompue. C'est un cycle d'une longévité historique. Mais c'est vrai, non. Alors, phénomène d'amplification par le commerce mondial et donc cette guerre commerciale qui influe sur, bien évidemment, les échanges de manière directe. Et puis, on a des mouvements un petit peu amplificateurs par toutes ces chaînes de valeur globale. Puisqu'on sait dans ces chaînes d'approvisionnement… Qu'est-ce qu'on appelle chaîne de valeur globale? Alors, c'est des chaînes d'approvisionnement. Vous avez multiplié les intervenants le long d'une chaîne de production, par exemple dans l'automobile. Ouais. Donc, vous avez des composants, des pièces détachées qui circulent, qui font des allers-retours. D'un pays à l'autre. Voilà, d'un pays à l'autre, avant d'être finalement assemblés pour donner lieu au produit final, qui va être adressé au consommateur. On a éclaté les chaînes de production. Oui, on les a fragmentées. Ouais. C'est une division, comme on a parlé de division internationale du travail, là c'est division du commerce international. On a fragmenté les processus productifs, on a multiplié le nombre d'intervenants. Et la guerre commerciale, pour le coup? Ça a des effets diviseurs. Ouais. En plus, ça a des effets diviseurs lorsque vous êtes en phase de ralentissement. C'est-à-dire que quand vous êtes en phase d'accélération du commerce mondial, eh bien ces chaînes de valeur, comme ça s'échange beaucoup, ça porte, ça a tendance à tirer. Mais là, comme on taxe à chaque fois, à l'entrée et à la sortie… Et en plus, voilà, là c'est vraiment contre la Chine et les États-Unis, mais effectivement, ça a un impact. Et puis aussi, il faut bien voir que cette guerre commerciale, au-delà des effets directs transitant donc par le commerce, on a tout l'effet confiance. C'est-à-dire que toute l'incertitude que l'on a sur cette escalade commerciale, alors on peut y ajouter aussi l'issue du Brexit, eh bien ça pèse sur la confiance des chefs d'entreprise. Vous êtes un chef d'entreprise aujourd'hui dans l'industrie. Vous vous dites, mais je ne peux pas investir, je ne sais pas, parce qu'un investissement industriel, c'est un investissement engageant, long sur 10, 15 ans. Et donc ça impacte le moral des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, où on le voit clairement aussi dans les investissements, dans l'ouverture de nouvelles usines. Exactement, c'est essentiellement, ça pèse essentiellement sur les décisions d'investissement. Mais on se dit qu'on touche un point bas, Isabelle Job-Basile, cette année, parce que l'OMC nous dit en gros, ça reprend… L'OMC anticipe un rebond du commerce mondial l'an prochain. Bon, c'est avec conditionnel. Est-ce qu'on a touché le fond de la piscine cette année ou pas? Ce que vous dit l'OMC, c'est que c'est conditionnel à une forme de normalisation des relations commerciales, en particulier entre la Chine et les États-Unis. Donc si on en reste là, où il n'y a pas plus de tension, il n'y a pas d'escalade dans les tensions,
ça devrait repartir. Alors repartir, mais en tout cas on devrait avoir une forme de stabilisation et puis espérer qu'à mesure où l'économie reprenne des couleurs au niveau mondial, et bien que le commerce mondial en épouse le rythme. Bon, après encore une fois, le fait que le commerce mondial se grippe, on se dit qu'effectivement après ça peut se transmettre par capillarité au secteur des services qui se porte bien pour l'instant. Il n'y a pas de récession, loin de là, même s'il y a un ralentissement, parce qu'il y a beaucoup de services qui sont imbriqués aussi, voilà, bien sûr, à l'industrie. Bien sûr, bien sûr. Ils sont dans l'écosystème industriel. C'est vrai que la vraie question aujourd'hui, c'est qu'on observe cette résilience du secteur des services, mais se pose la question de la capacité à soutenir ce secteur. Et comme vous dites, une partie de ce secteur de services est très imbriquée avec l'industrie, où vous offrez des produits, mais vous offrez tous les services qui vont autour. Ouais. Si c'est pas les solutions. Ouais. Si ce n'est pas une surprise, encore une fois, que le commerce mondial ralentisse, pourquoi, dans ce cas, les marchés ont autant réagi? On a 2 séances de baisse, hier violentes aux États-Unis, encore une fois aujourd'hui sur le CAC 40, marché donc américain, européen, plombé par cet indicateur de confiance, encore une fois, des chefs d'entreprise dans l'industrie aux États-Unis, pour le coup, là, aux États-Unis, au plus bas depuis 2009, donc en récession. On se dit qu'évidemment c'est un mauvais chiffre, mais encore une fois, l'industrie aux États-Unis, c'est pas ce qui pèse le plus. Hein. Non, c'est 12%, je crois. Enfin, le manufacturier, je crois que c'est 12%. Donc on relativise, en même temps, les marchés s'excitent un peu là. Alors c'est tout. Le marché, il fonctionne en fonction de son émotion et par rapport à des attentes qui peuvent être déçues. Ouais. Or, le marché s'attendait à un rebond. Ouais. Cet indicateur de confiance. De cet indicateur de confiance. Cet indicateur de confiance, eh bien non, au contraire, il s'est à nouveau replié. On s'éloigne de plus en plus de la ligne de flottaison, des 50 qui marquent… On est en récession, encore une fois, manufacturière aux États-Unis. Exactement. Alors on était déjà au mois d'août, on était déjà tombé sous la barre des 50. Là, on s'enfonce encore un peu. Alors après, il faut quand même relativiser ce chiffre. Il faut le relativiser. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait les marchés, du fait de leur humeur, parce qu'ils attendaient… Oui, parce que il y avait une attente de rebond qui ne s'est pas produit, et c'est même l'inverse qui s'est produit, donc une déception qu'on a retrouvée. Et puis probablement que ça ravive les craintes de récession aux États-Unis. Et justement sur cette causalité, si vous regardez, on a eu des épisodes récents, que ce soit d'ailleurs en 2012, je crois aussi en 2015-2016, où vous avez un ISM, donc cette confiance des industriels qui est passée en territoire récessif, et pour autant, l'économie n'a elle-même pas plongé. Donc le caractère prédictif est à nuancer. Déjà à nuancer, et vous l'avez très bien dit, du fait du poids relativement faible du secteur manufacturier. Et Trump, dans cette affaire-là, il peut s'en prendre qu'à lui? Parce que, pardon, mais c'est bien sa stratégie qui plombe l'industrie américaine, non? Alors, c'est bien pour ça. Écoutez, moi, je vais faire un pari. Oui. Il est en partie responsable, il ne vous le dira pas. Il renvoie, il cherche le bouc émissaire. C'est la Fed. Voilà, c'est la Fed. Voilà, c'est ce qui explique la Fed, ça explique le dollar fort. C'est pas suffisamment assoupli en termes de politique monétaire pour relancer l'économie américaine. Mais si vous regardez, moi, je fais le pari que ça va probablement l'inciter à aller à la négociation avec les Chinois. Que ce mauvais chiffre? Ce mauvais chiffre, mais globalement, parce que si vous regardez une guerre commerciale, lorsque vous augmentez les tarifs, c'est deux choses. Soit c'est une taxe sur le consommateur américain, ou sur les marges. Ou alors sur les marges des entreprises, et ça nuit à la compétitivité des entreprises américaines, notamment pour tous les biens intermédiaires qu'elles importent. Pour l'instant, la consommation américaine, elle se porte très bien. Alors, merci pour jusqu'à présent, les biens qui ont surtout ces surtaxes, ce sont des biens intermédiaires. Ouais. Et donc, jusqu'à présent, effectivement, les marges des entreprises ont permis d'absorber ces hausses de coûts, mais on voit bien quand même que ça a ses limites, parce que ce n'est pas inextensible. Et maintenant, ce qui reste à taxer, et la menace de Trump, c'est de taxer une liste de produits, ce sont essentiellement des produits de biens de consommation. Exactement. Et là, le consommateur américain, il risque de voir les effets négatifs de la politique commerciale de Donald Trump, de boire la tasse en voyant son pouvoir d'achat se réduire. C'est pour le 15 décembre, de mémoire, je crois, non? Alors, je crois qu'il me semble bien qu'il y a une première liste au 1er octobre. Alors, je ne sais pas si ça n'avait pas été repoussé au 15 octobre, mais enfin, en tout cas, il y a deux listes. Il a dit pour Noël, Trump. Oui, ils ont essayé dans les listes de faire en sorte de ne pas trop pénaliser un certain nombre de biens de consommation pour les festivités de Noël, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça qui reste à taxer. Et là, on sait très bien que le seul objectif, enfin l'obsession de Trump, c'est sa réélection.
il faut qu'il arrive avec un bilan économique honorable et il faut surtout qu'il n'arrive à pas décevoir son électorat. Donc on est sur un point de bascule aujourd'hui aux États-Unis? C'est possiblement, l'homme est imprévisible, donc je vais pas, j'en mettrai pas ma main à couper. Non. Mais, non, très clairement. Mais il y a une forme, on peut avoir ce petit pari de se dire qu'il va il va essayer d'aller à la négociation, avoir un accord de façade pour pouvoir crier victoire auprès de son électorat et effectivement de manière aussi à stabiliser un peu l'environnement économique. Ouais. Quand on a un président américain, encore une fois, Donald Trump, qui blâme encore une fois hier sur Twitter la Fed, Fed qui est responsable du dollar fort et donc responsable de la faiblesse de l'industrie. C'est totalement faux? Alors, non, un dollar fort, bien évidemment, un dollar fort, c'est quand même, ça nuit à la compétitivité de l'industrie américaine. Ouais. Mais c'est vrai que alors, le dollar n'est pas non plus à des niveaux qui sont exorbitants. Et puis, il faut voir derrière que on réfléchit. C'est le résultat de la politique économique de Trump voilà, aussi, parce qu'il faut toujours réfléchir en termes relatifs. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie américaine, ça reste quand même une économie assez fermée. Donc, qui est assez peu quand même exposée. Les exportations, ça doit représenter 12-13% du PIB aux États-Unis, là où par exemple ça représente 40% en Allemagne. Ouais. Donc les pays qui sont les plus touchés par ce ralentissement, c'est ceux qui n'ont rien demandé à personne. C'est ceux qui sont très exposés, très ouverts à l'extérieur et voilà, qui sont pénalisés par la politique de Trump. Ouais. Cette baisse, encore une fois, de l'ISM manufacturier, au-delà de ce qui est attendu par les marchés, est-ce que ça change la donne, Isabelle Gebasil, pour la Fed, qui avait laissé entendre lors de sa dernière réunion qu'a priori ça ne bougerait pas tout de suite les taux? Oui, mais en même temps, je crois que c'est… encore une fois manger son chapeau. Voilà, c'est conditionnel, enfin cette pause ou ce statu quo est conditionnel à les évolutions que l'on observe au sein de l'économie. Donc, s'ils avaient anticipé que finalement, comme les marchés, que l'indice ISM augmente et puis finalement, il est en déclin, que ça va probablement raviver, comme je le disais, des craintes de récession, que globalement, quand même, l'économie américaine, elle est dans un ralentissement qui est inévitable. Il y a quand même tout le support qui était apporté par cette politique budgétaire très stimulante qui avait été mise en haut de cycle. Aujourd'hui, les effets se dissipent et donc, de facto, on a une économie qui reprend son train qu'on pourrait qualifier de normal, qui était, après avoir atteint un pic cyclique, c'était plutôt de décélérer. On a quand même un niveau de chômage aux États-Unis qui crève le plancher. Et on a vu des tensions aussi, quelquefois, sur les capacités productives. C'est une économie qui fonctionnait à plein régime. Donc, c'est normal aussi qu'elle se mette à ralentir. Et oui, probablement que la Fed va se poser la question d'accompagner ce ralentissement. Et puis, sur l'ISM aussi, il faut peut-être aussi relativiser. Il faudra peut-être attendre la prochaine livraison parce qu'on a aussi la grève générale chez General Motors depuis le 16 septembre et que ça a généré des interruptions de production. Et donc qui ont pu peser sur l'indice. Donc ça sera peut-être aussi intéressant d'attendre la prochaine livraison. Sur les marchés, beaucoup disent que pour que les marchés actions reprennent du poids de la bête et remontent, même si depuis le début de l'année on est à 18% de hausse sur le CAC 40, il faudra qu'il y ait un vrai cessez-le-feu, pas un accord, mais un vrai cessez-le-feu entre Américains et Chinois. C'est votre sentiment aussi ou alors qu'on voit dans les indicateurs macro écoutez, qu'on a touché le fond et que… Les banques centrales ont mis du carburant. Elles ont mis beaucoup de carburant dans la machine, et d'ailleurs on a vu plutôt les marchés financiers bien réagir, mais on voit bien les limites de l'exercice, et on se pose derrière l'efficacité de ces politiques monétaires, et qu'effectivement ce qui pèse sur l'activité globale, c'est ce niveau d'incertitude élevé. Donc chaque fois que ces hypothèques seront levées, si elles sont possiblement levées, effectivement ça donnera du grain à moudre au marché. Mais qui dit ralentissement de la croissance, dit ralentissement des profits. Inévitablement. Oui. Ah non, mais c'est là où on se dit que l'upside pour les marchés actions… Non, mais vous avez depuis quand même un certain temps, vous avez quand même une déconnexion entre l'évolution des marchés et l'économie réelle. Ça fait longtemps que l'économie… on est depuis 2018, on est quand même dans une phase de ralentissement. Cette déconnexion, elle est quand même problématique ? Si, à un moment donné, les déconnexions, ça finit par se corriger. Donc on aurait… Et comment, en l'occurrence ? En l'occurrence, on aurait plutôt tendance à penser que les marchés ont été peut-être trop optimistes sur notamment les perspectives de profit et que ce ralentissement… Pour vous, aujourd'hui, les marchés sont trop optimistes sur les perspectives à venir de croissance des profits ? Si vous regardez, normalement, on était dans une phase de ralentissement de l'activité et pour autant…
qui est bien sûr synonyme de réduction des marges, de la mais les profits sont revus à la baisse aussi. Voilà, sont revenus. Mais vous avez eu des marchés actions, si je me souviens bien, ces dernières semaines, hormis l'épisode que l'on est en train de connaître de turbulence, qui ont plutôt monté et qui ont été soutenus par ces politiques monétaires très accommodantes, de taux d'intérêt très bas, voire négatifs. Vous actualisez vos profits à des niveaux de taux d'intérêt plus faibles, et donc ça a tendance à gonfler vos perspectives anticipées de profits futurs. Après, on raisonne Isabelle Jobasil, en calendaire, mais c'est vrai que sur un an, le CAC 40 fait 18% depuis le début de l'année, mais sur un an, il est quasiment à zéro. Oui. Donc c'est vrai qu'on se dit que pour vous, il est correctement valorisé. Une fois qu'on a dit tout ça, les incertitudes, les profits futurs. Alors en Europe, je crois que se pose moins la question en Europe qu'elle ne se pose aux États-Unis, sachant aussi, driver, c'est le marché sachant qu'aussi aux États-Unis, on a eu tout ce phénomène de rachat d'actions qui a porté vers le haut les indices boursiers. Et qu'aujourd'hui, les effets se dissipant, on devrait avoir une forme de retour à cette forme de réalité, de mettre plus en conformité le marché à actions par rapport aux perspectives de profit. Bon, dernière question, marché, quelle est la classe d'actifs, on va dire, la moins survalorisée? Non, elle n'est pas con la question. Non, mais entre l'immobilier, parce qu'on sait que tout est cher aujourd'hui, entre les obligations, l'immobilier, les actions, lequel est le moins valorisé? Le moins survalorisé? Je pense qu'il ne faut pas fonctionner en se disant sur quelle classe d'actifs. Il faut peut-être réfléchir plus par thème, de se dire quels sont les termes porteurs à l'avenir qui donnent encore des capacités de valorisation supérieures, le terme effectivement lié au climat, lié au vieillissement. Toutes les entreprises qui tournent autour de ces grandes thématiques futures, on peut peut-être aller chercher encore de la valeur, où vous avez aussi la thématique sur les infrastructures. On voit bien que le prochain mouvement peut être au niveau européen, puisque les marges de manœuvre de la politique monétaire et donc des banques centrales est très réduite, la BCE est très réduite, on se dit qu'il va peut-être se passer quelque chose du côté du soutien budgétaire, et donc ça peut aussi faire notamment en termes de politique d'investissement sur les infrastructures. Et ça peut être aussi un thème. C'est un grand débat en Allemagne, donc ça peut être aussi un thème porteur. Il y a eu ce plan climat en Allemagne, il y a eu 50 milliards des Pays-Bas aussi sur les énergies vertes, donc on voit que c'est en train de bouger, mais. Par contre, en revanche, les endroits où probablement vous avez des foyers de risque importants, c'est tout ce qui est crédit entreprise, d'entreprises très endettées. Et qui sont. Le high yield. Le high yield aux États-Unis. Parce que dans une phase où vous ralentissez, il y a une forme de contradiction entre une économie qui ralentit et des dettes qui augmentent, et une qualité du crédit qui a tendance à se détériorer. Voilà. Et en cas de ralentissement fort de l'activité, ce sont ces entreprises qui sont financièrement qui sont un peu sur le fil du rasoir. Qui pourraient être inquiets en premier. Ouais. Certains disent qu'il faut s'attendre peut-être à des faillites de corpos, encore une fois. On en a vu quelques-unes ces derniers temps. Oui, mais encore plus gros. Mais possiblement, on peut avoir, dans cette phase de ralentissement, les canards boiteux peuvent être amenés à mettre la clé sous la porte. Oui. Bon, on en reparlera ensemble tranquillement quand vous reviendrez. Isabelle Jobasil, donc, avec plaisir. La chef économiste du Crédit Agricole, qui était l'invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.